June est la petite fille des Deland, deuxième gauche appartement 29. Elle vient d'avoir 18 ans et a été élevée par ses deux grands-parents depuis le décès de sa mère il y a 15 ans. Ils ont tout de suite décidé de lui aménager le confortable appartement du 10e qui leur appartenait et lui rendre visite 2 fois par jour pour lui apporter ses plats cuisinés. Je la croise souvent le soir, dans les jardins qui bordent les halls d'entrée de l'immeuble, quand elle sort Pépito, le chien des vieux dont elle s'applique à ramasser les excréments avec le sac plastique qu'elle avait préalablement enfoui dans les grosses poches de son manteau. Le soir, en l'observant, je note toujours le même rituel. Elle est assise devant son ordinateur à parler à des gens qu'elle ne connaît pas, sa guitare posée sur les genoux. Elle compose des chansons qu'elle soumet aussitôt au jugement des personnes qu'elle fait participer en activant sa webcam. Sa solitude, June l'a meublée d'un cercle social fictif, à qui elle offre le vendredi soir un concert en direct sur le site d'une petite maison de disques. J'y participe anonymement à chaque fois et meurs d'envie de l'encourager lorsque l'on se croise. C'est sûr, elle n'est pas douée d'un talent exceptionnel, mais elle progresse et se donne du mal, ce qui la rend d'autant plus attachante. Au début, je ne regardais que les images en m'épargnant le son. Maintenant, j'aime à écouter sa voix, qui finalement pourrait presque sonner comme dans certaines chansons de Nico. Elle passe ses soirées à écrire, et je ne me suis jamais encore couchée avant elle. Au réveil, ses volets sont toujours fermés, et ils ne se réouvrent qu'en fin d'après-midi. Retraité des postes depuis 10 ans, il a quitté sa Bretagne natale pour emménager sur la côte, où il a désormais une vie réglée comme du papier à musique. Tenez là par exemple, il est 20h30, il range méticuleusement son couvert dans le lave-vaisselle, emballe la pomme de son encas du lendemain 9h sur le port, dans un bout de papier cellophane, pour pouvoir ensuite se déshabiller, lire un chapitre du best-seller proposé par la Fnac ce mois-ci, et regarder les 5 premières minutes du téléfilm de TF1, à la fin desquels il s'endormira en laissant défiler les programmes nocturnes de la chaîne jusqu'au petit matin. Ce septuagénaire ne parle jamais à quiconque de l'immeuble, de peur qu'on le retarde sur le programme qu'il s'est fixé depuis qu'il a emménagé dans cet appartement. Il alimente toutes les rumeurs du 6e, et on lui prête tour à tour des anecdotes qui ne sont d'ailleurs jamais justifiées. Mais le mystère autour de cet homme, dont on n'entend jamais aucun bruit émaner de son appartement, et qui ne participe jamais aux réunions du voisinage, reste pesant. Elle a entretenu une relation extra-conjugale pendant des mois avec le voisin de l'immeuble d'en face, le Galion. En février, son mari rentre un jour plus tôt que prévu avec son fils de vacances à la montagne et les surprend dans leur intimité. En échange de la promesse d'Elena de ne plus revoir son amant, son mari et son fils sont restés. Mais les volets de l'appartement ne sont plus jamais ouverts qu'à moitié. Sur le bail de l'appartement de 3 pièces, seuls 3 noms de famille figurent. Mais en réalité, cet appartement est habité par 6 personnes. Un groupe d'étudiants en tourisme, qui a emménagé dans cet immeuble en octobre, quand ils se sont rendus compte que les loyers anormalement élevés de la côte ne leur permettaient pas d'autre choix. Sachant que leur propriétaire habite au 2e, les 6 étudiants font preuve d'une grande discrétion quand ils rentrent et sortent. Mais j'entends ces jours-ci les voisins se plaindre de leur soirée bruyante. La cigarette de Précieuse est en train de se consumer entre ses doigts fragiles. Elle s'est endormie sur le canapé au moment où la bande FM annonçait la météo du lendemain. Elle ne se réveillera que lorsque son petit-fils, Émile, qui dort chez elle 3 fois par semaine, rentrera de sa soirée. Ensuite, elle nettoiera la cendre sur le sol, éteindra la lampe du salon et appliquera une pommade sur le bout des doigts. « 20h30. Grégory s'apprête à regarder le 12e épisode de la 2e saison de 24 heures chrono diffusée sur Canal+. Il ordonne à son bâtard de chien de s'asseoir et de ne pas bouger. Son portable sonne une fois, puis une autre fois. Il sait que c'est Isabelle, mais continue de se servir quand même, sous les yeux envieurs de son chien, à qui il ordonne maintenant de se coucher. Il reçoit un message. C'est Isabelle, qui lui dit qu'elle part de son lieu de travail et qu'il peut commencer à manger le plat qu'elle lui a cuisiné dans le réfrigérateur. Ce qu'il avait déjà commencé à faire depuis une demi-heure. Grégory est pompier volontaire. Il ne travaille que 3 jours par semaine. Le reste du temps, il le passe dans une salle de musculation ou dans le chalet de sa mère en montagne, à 1 heure d'ici. Il vit avec Isabelle, agent de service hospitalier,
depuis 3 ans. Mais leurs relations se sont beaucoup dégradées ces derniers temps. Le soir, quand elle rentre, ils ne s'échangent pas un mot. Grégory est allongé sur le lit en ne décrochant pas de la télévision, pendant qu'Isabelle s'applique à faire la vaisselle. À 22h, elle referme les stores électriques, rejoint Grégory et le chien dans leur lit et s'endort aussitôt. Ils sont les propriétaires de 5 appartements de l'immeuble, mais vivent dans ces 2 pièces depuis toujours. Depuis le décès de leur fille, Pierre est devenu alcoolique. Sa femme l'a emmené 3 fois de force en cure et dans un club d'alcooliques anonymes, auquel il continue de se rendre. Sa thérapie, prodiguée par son parrain du club, consiste à s'adonner à son activité dès lors qu'il ressent le manque, le soir en particulier. Le soir, donc, il s'adonne à la préparation de plats cuisinés pour sa petite fille, pour sa femme et lui, qu'il disposera dans des Tupperware. Leur réfrigérateur en est rempli. À 20h, Marie-Thérèse apporte à leur petite fille les plats cuisinés où sort leur chien Pépito. Elle sait que même si elle ne lui laisse aucun moment seul, Pierre trouvera toujours le moyen de boire en cachette. Alors elle préfère lui épargner cette humiliation et ferme les yeux, fait semblant de ne rien voir et de ne rien sentir. Tenté par la demi-heure d'absence de Marie-Thérèse, Pierre ne résistera pas à prendre discrètement la bouteille de vin, re-remplie d'un alcool plus fort, qu'il cachera sous le lit conjugal.